Donc, bonjour à tous, merci beaucoup donc, pour l'organisation de cette journée et puis merci aux autres intervenants qui sont passés avant moi, c'était vraiment super intéressant. Je m'appelle Alex Duvaux, je suis doctorante à Sciences Po Bordeaux et je travaille sur les politiques publiques de la mort en excluant tout ce qui est lié à la fin de vie. C'est-à-dire que moi je travaille à partir du moment où la personne décède jusqu'à ce qu'elle soit inhumée. Donc je fais une thèse sous la direction, une co-direction de Pascale Trompette, qui est sociologue, directrice de recherche au laboratoire PACT à Grenoble, et d'Andy Smith, qui est politicien, enfin qui fait la science politique, directeur de recherche également à Sciences Po Bordeaux. Et donc ma thèse s'intitule La mort ordinaire, un problème public. Euh, donc j'ai une approche de sciences politiques sur un objet qui est assez peu investi par cette discipline, et qui est les politiques publiques de la mort ou l'action publique de la mort. Il y a des écrits, il y a quelques personnes qui ont travaillé là-dessus, mais souvent l'État, il est vu comme seul détenteur du pouvoir politique. C'est-à-dire, l'État fait des lois qui sont appliquées. Et on s'intéresse assez peu à ce qui peut se passer, notamment au niveau local, en termes d'action publique. Un autre point sur ce qui se fait déjà en sciences politiques, sur les politiques publiques de la mort, c'est que souvent on se focus sur des scandales, des grosses controverses, ou bien sur des morts dites extraordinaires, c'est-à-dire des morts de politiques célèbres, ou bien des morts de masse, liées par exemple aux attentats terroristes. Moi, je travaille vraiment sur la mort ordinaire, c'est-à-dire n'importe qui décède. Voilà, il y a des politiques publiques qui sont faites sur la manière dont il va être inhumé, enterré, crématisé, etc. Une autre des limites de toutes ces études, c'est que souvent on a une conservation du cadre normatif et cognitif posé par la loi, alors que c'est précisément l'objet de la recherche. Je m'explique. Par exemple, lorsque quelqu'un va travailler sur l'influence de la loi de 1905 sur l'organisation des funérailles et sur les cimetières, qui sont alors devenus des endroits publics, laïques et neutres, on va pas questionner ce que veut dire laïcité dans ce cadre. Moi, le but, c'est justement de comprendre comment se construisent cognitivement les problèmes publics, mais je vais y revenir. Et puis finalement, une autre des limites, c'est que souvent, il y a un focus sur le contenu des réformes, le contenu des lois, avec une omission de cadres plus discrets de négociation de l'action publique. Une omission des problèmes qui sont reconnus par les acteurs, mais qui n'ont pas forcément été sujets à des actions publiques, par exemple. Les particularités de mon objet, ils sont multiples. Tout d'abord, la chaîne, ce qu'on va appeler la chaîne funéraire, donc du décès à l'inhumation, ça a fait travailler des professionnels qui sont très nombreux et qui évoluent dans différents secteurs. Secteur public, c'est-à-dire les maires, etc., la préfecture, mais aussi le ministère de l'Intérieur, etc. Et puis le pôle de la santé, avec notamment le personnel de morgue hospitalière, et puis des professionnels du secteur funéraire. Dans tous ces milieux, on constate qu'il y a une professionnalisation qui est très forte, et notamment et particulièrement dans le milieu et de la santé et du funéraire. Et puis enfin, sur toute cette chaîne funéraire, on a pu constater, il y a des travaux qui ont été faits sur le fait que tous ces professionnels sont interdépendants et que pourtant ils travaillent en silo, c'est-à-dire qu'ils n'ont que peu d'interactions les uns avec les autres. Finalement, ça nous permet de voir qu'une des particularités de mon objet et un des enjeux de ce travail de thèse, c'est qu'il y a un gros enjeu du partage des compétences entre les différents secteurs d'activité sur la chaîne funéraire. Un autre point important, c'est que la prise en charge des défunts relève ce qu'on appelle un service public, qui peut être soumis à la délégation ou pas, et dont une partie est soumise à concurrence, depuis la loi de 1993, qui a libéralisé et qui a mis fin au monopole communal sur le funéraire. Donc qui a ouvert en fait les pratiques funéraires à la concurrence. Et donc là, on voit se dégager un autre enjeu de mon objet, un enjeu du partage des compétences entre différentes échelles, nationales, locales, mais aussi entre les pôles publics et privés. Les principales grosses politiques publiques de la mort depuis la Révolution et principales lois, elles sont assez nombreuses. J'ai décidé d'en présenter seulement quelques-unes et je vais aller très rapidement pour ne pas dépasser le temps sur la présentation. Période révolutionnaire, on constate qu'il y a une migration des cimetières hors des villes parce qu'il y avait des problèmes sanitaires liés à l'urbanisation.
Et il y a aussi début de la fin du monopole de l'Église sur la mise en place des funérailles, qui va finalement être remis un peu à partir de 1804, qui va rétablir le pouvoir de l'Église, tout en gardant un service minimum gratuit pour les personnes dépourvues de ressources, qui peuvent tout de même être inhumées. Ensuite, il y a les lois de 1887 et de 1905 sur la liberté des funérailles d'une part et sur la sécularisation, avec là une municipalisation des compétences par rapport aux cimetières, mais aussi le service extérieur des pompes funèbres, et puis la mise en place d'impôts funéraires et la montée de la délégation du public vers le privé, et notamment dans le funéraire, avec des grosses entreprises de funéraires qui émergent, et notamment PFG, les pompes funèbres de France. Puis ensuite, dans les années 90, il y a la loi Sueur, la première, dite loi de libéralisation du marché funéraire, avec la fin du monopole communal, mais la réaffirmation d'un service public concurrentiel. Et puis ensuite, la loi 2004, loi Sueur également, et 2008, qui encadre les contrats d'assurance obsèques et donne un statut juridique aux cendres issues de la crémation. Finalement, on se rend compte que sur toute cette chaîne funéraire, il y a un cadre législatif qui est assez complexe, aussi parce que ça évolue sous le régime du service public, et donc on est là dans le droit positif, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jurisprudence sur plein de petites choses très techniques liées au droit, et il y a entre les territoires des pratiques très hétérogènes. Il y a un décalage finalement entre les outils de régulation et les pratiques des régulateurs et des acteurs. Finalement, on laisse de côté une chose essentielle de toutes les analyses, c'est la mort comme objet de politique publique. C'est pas un objet d'évidence et c'est pas un enjeu au contour stable et reconnu par tous les acteurs de la même manière. La problématique de recherche, de laquelle je suis partie pour mon travail de recherche, c'est comment la mort ordinaire, elle devient problème public. Un problème public, ça naît de la conversion d'un fait social en objet de préoccupation et de débat, et éventuellement d'action publique, mais pas toujours. Et c'est le fruit d'activités concurrentielles, de mobilisation, de traduction et de mise en récit. Donc là, je cite Neveu dans son bouquin de 2021. Qu'un problème public, finalement, pour donner un exemple, c'est le problème des accidents de la route et de l'alcoolémie au volant. Ça n'a été, on peut dire que c'est devenu un problème public seulement, finalement, quand on s'est dit, eh ben oui, boire au volant, bah, c'est problématique. C'est une construction sociale, ce n'est pas un problème en soi. Je pars de deux postulats pour cette thèse. D'une part, l'action publique, c'est un processus à la fois de centralisation et délégation d'un pouvoir diffus. Là, je cite Foucault, et ça justifie le fait que je vais faire des entretiens avec tous les acteurs de la chaîne, et pas seulement les politiques. Et puis qu'une politique publique n'est pas seulement la réponse à un problème. Pour illustrer ce que c'est qu'un problème public, parce que c'est une notion qui peut être un peu vague, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est une photo d'un bijou qui a été fait avec les cendres d'un défunt, donc des cendres d'un défunt, donc c'est issu de la crémation. C'est une pratique qui se fait encore, notamment au Québec, mais dans d'autres pays, et qui a été interdite depuis 2008 en France, dès qu'on a donné un statut aux cendres issues de la crémation. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, ça a posé problème. Alors, la question, moi, par rapport à la mort, c'est pourquoi certains faits sociaux posent problème, d'une part. Comment ces problèmes sont-ils définis? Ces définitions, est-ce qu'elles évoluent avec le temps? Et puis, qu'est-ce que tous les problèmes ont en commun? Est-ce que les acteurs ont le recours à de mêmes justifications, qu'elles soient morales ou techniques, par exemple? Est-ce que ce sont les mêmes acteurs qui les identifient? Est-ce que les problèmes sont définis de la même manière à différentes échelles, en fonction des secteurs? Puisqu'on a vu que sur la chaîne funéraire, il y avait des professionnels de beaucoup de secteurs. Et quelles sont les arènes dans lesquelles ces problèmes sont discutés? Et puis, un autre point important, c'est est-ce qu'il y a des problèmes publics qui sont plus discrets, qui sont identifiés seulement par quelques acteurs, ou qui ne donnent pas forcément lieu à une politique publique ou à une loi. Donc, la méthodologie que j'ai commencé à mettre en place, il faut savoir que je suis en deuxième année, c'est une méthode qualitative mixte, donc qui allie une étude d'archives, donc nationale mais aussi locale, et puis des entretiens, à ce jour j'en ai fait 45, et des observations, avec donc des agents du service public, des agents du secteur privé avec mission de service public, des responsables au niveau national, des associations, des acteurs religieux, etc. C'est aussi une étude qui est multisituée, entre les territoires Rhône-Alpes, région parisienne et Nouvelle-Aquitaine, et entre trois services métropolitains, Grenoble, Paris et Bordeaux. Et puis enfin,
Dans ma méthode, avec mes premiers entretiens exploratoires, mes premiers entretiens exploratoires m'ont permis de faire des focus sur des problèmes publics identifiés directement par les acteurs, tels que le prix des funérailles, par exemple, ou encore les carrés confessionnels, mais je vais y revenir. Au niveau de mes premiers résultats, et là j'insiste sur le fait que ce sont vraiment tout ce que je vais expliquer maintenant, ce sera vraiment sous forme d'hypothèse. Ce sont mes premiers résultats, c'est encore trop tôt pour aller plus loin que ça. Mais un élément central dans la définition des problèmes publics par les acteurs, ça semble être le recours à la notion de service public de la mort. La mort, elle deviendrait problème public lorsqu'elle fragilise les représentations de ce que c'est que le service public de la mort. En fait, lorsqu'ils identifient un problème, tous les acteurs que j'ai rencontrés, ils définissent toujours en ayant recours à cette notion de service public. Et cette même définition de service public, elle va dépendre de plein de facteurs. Et ce sont ces facteurs que je vais essayer de dégager dans ce travail. Il faut savoir que les valeurs qui sont centrales de mise en récit et de justification des problèmes, en tout cas ceux qui reviennent plus souvent, c'est autour de la laïcité, de l'égalité, de la liberté de choix, de la liberté religieuse, de la gratuité, du non-intéressement et de la dichotomie public-privé. Et que ces définitions de ce qu'est le service public, elles peuvent dépendre de variables telles que le degré de connaissance juridique du milieu, le caractère public ou privé de la structure dans laquelle les acteurs évoluent, l'inclusion dans des réseaux professionnels et bien entendu le secteur d'activité. Afin d'illustrer tout ça, je vais revenir et je vais faire un focus sur deux problèmes qui ont émergé de mes entretiens. Et le premier, ça va être le problème des prix et du prix des funérailles. Historiquement, la politique du prix des obsèques, elle était directement en lien avec la prise en charge de ce qu'on appelait les indigents, c'est-à-dire des personnes dépourvues de ressources. Il y avait un système de classe. Quand on allait faire inhumer quelqu'un, on pouvait choisir un système de classe en fonction de nos richesses. Finalement, il y avait une consommation ostentatoire en grande pompe et il y avait un idéal égalitaire, de l'inégalité pour de l'égalité. Faire de la spéculation vertu pourrait résumer la formule à travers laquelle est défendu le rôle des entrepreneurs dans le commerce des funérailles. Finalement, il y avait une justification politique et morale des prix pratiqués, avec une reconversion des profits tirés de la grande pompe au bénéfice des plus pauvres. Donc on voit que le problème du prix il était vraiment défini comme un problème d'égalité et de justice sociale, et que ça donnait naissance à des politiques publiques d'accès aux services publics, avec la mise en place d'impôts et de systèmes de gratuité des services pour les plus démunis. Le nombre d'indigents enterrés à Paris gratuitement en 1875, donc dans une année, c'était plus de 26 000, ce qui est énorme. Aujourd'hui, en 2015, on était à un peu plus de 200. Ça pose la question aujourd'hui de comment est défini le problème du prix. Depuis 1993 et la loi sur la libéralisation, il faut savoir que c'est un enjeu au niveau politique à toutes les échelles. Il y a des lois qui ont été faites par rapport à cette problématique du prix. Par exemple, aujourd'hui, les opérateurs funéraires sont obligés de fournir des devis types dans les mairies notamment pour que les familles endeuillées puissent comparer les offres. Il y a également 3 rapports qui ont été faits depuis les années 90 à un niveau national et qui parlent du manque de transparence des prix dans le funéraire et du problème de lien et de asymétrique entre d'une part des familles endeuillées qui sont dans une situation vulnérable et des professionnels qui pourraient vendre finalement n'importe quoi à quelqu'un dans une situation aussi délicate. Si c'est un enjeu de politique publique depuis la libéralisation, on voit par contre que la définition du problème du prix n'est pas la même en fonction des secteurs, notamment entre les secteurs publics et le secteur privé. D'une part, les agents du secteur privé, ils définissent le problème du prix comme un problème de montée des prix, et ils mettent directement ça en face de valeurs de désintéressement et des valeurs de services publics telles que l'accès, etc. D'un autre côté, il y a les agents du secteur des pompes funèbres qui, eux, vont définir le problème du prix comme un problème de transparence des prix. C'est-à-dire que, tel quel, le système ne permettrait pas assez aux familles de comparer les prix. C'est également le point de vue des sénateurs qui sont, et il faut le dire, à l'origine de la loi de la libéralisation du secteur et à l'ouverture de la concurrence de 1993 et qui se positionnent eux aussi sur une définition des prix comme un problème de transparence. À l'échelle nationale,
les arènes où on discute de ce problème sont pratiquement exclusivement professionnelles. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y a des acteurs, des pompes funèbres, et notamment des gros réseaux professionnels, avec des acteurs historiques comme les pompes funèbres générales de France. Et puis, des agents publics des ministères et des sénateurs, comme Monsieur Sueur, qui est à l'origine de toutes les lois depuis 93. La nature même de ces arènes fait qu'au niveau national, la définition qui est retenue de ce problème de prix est un problème et que c'est un problème de transparence des prix. Quelle incidence ça a sur les politiques publiques? Eh bien que la forme privilégiée de régulation, elle sera non contraignante pour les professionnels. On va jouer directement sur les mécanismes de marché de la concurrence. On va jouer sur la transparence des prix, en obligeant les professionnels à proposer des devis, sans jamais, par exemple, dire, eh ben là, on va réguler les prix. Il n'y a pas de loi qui dit, aujourd'hui, pour une inhumation, on n'a pas le droit de faire payer plus de tel de temps pour un cercueil, etc. Et on joue aussi sur l'accès à l'information pour le consommateur, où on insiste sur les normes qualité, etc. À l'échelle locale, par contre, on remarque qu'il y a d'autres définitions concurrentes qui peuvent également être traduites en politique publique locale. Par exemple, à Paris, on a une redéfinition de ce que veut dire personne dépourvue de ressources dans la loi, afin de permettre à de plus en plus de personnes de bénéficier d'aides financières pour pouvoir mettre en place des funérailles. On a aussi des politiques de gel des prix. On retrouve souvent ça dans le cas où il y a des SEM, c'est-à-dire des organismes semi-publics. C'est le cas notamment à Grenoble. Ce que montre cet exemple, c'est qu'il peut y avoir plusieurs définitions qui coexistent, qui se concurrencent, mais que une définition déjà ne veut pas dire une seule politique publique, mais aussi que c'est pas parce qu'à l'échelle nationale on fait des lois selon une définition qu'à l'échelle locale c'est pas possible d'avoir d'autres types d'actions publiques. Je vais passer maintenant au second exemple, qui est celui des carrés confessionnels. Carré confessionnel, pour vous expliquer, c'est dans les cimetières un regroupement de sépultures en fonction d'une religion. Il faut savoir que le cimetière, donc c'est une compétence communale qui a été réaffirmée par la loi Sueur de 93. Aujourd'hui, le fait que ce soit une compétence communale, c'est un objet de lutte. Ça revient souvent dans les rapports, dans les débats, que ce soit dans n'importe quelle assemblée. Il y a de plus en plus d'organismes privés qui font du conseil au cimetière. De plus en plus de tâches sont déléguées par les mairies à des acteurs privés dans la gestion des cimetières. Mais malgré tout, ça reste une compétence communale. Et donc, c'est la décision du maire d'installer ou non des carrés confessionnels dans un cimetière. La législation sur les cimetières est ancienne. Il y a eu donc la législation sur la liberté des funérailles de 87, celle sur la sécularisation qui a fait du cimetière un lieu public laïque qui doit être neutre. Et puis, on a 3 circulaires, une de 1975, une de 91 et une de 2008. Je vous ai mis en dessous un petit extrait de la circulaire de 2008 qui encourage les maires à créer des carrés confessionnels dans leurs cimetières. Et je souhaite à nouveau appeler votre attention sur cette possibilité, car le développement d'espaces confessionnels me paraît être la solution à privilégier pour résoudre les difficultés qui me sont le plus souvent signalées. Pour répondre favorablement aux familles souhaitant que leurs défunts reposent auprès de coreligionnaires, je vous demande d'encourager les maires à aménager, en fonction des demandes, des espaces regroupant les défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière, ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle. Et à droite, je vous ai mis une petite photo du carré musulman au cimetière intercommunal d'Artigues. Ce qu'on voit par ces circulaires, c'est que donc les maires sont encouragés à créer des carrés confessionnels. Il faut tout de même savoir que ce que la loi dit, et la loi formelle, c'est que c'est interdit. Ce serait contre le principe de neutralité des cimetières, et non contre le principe même de laïcité. Moi, l'apport empirique de mon travail, par rapport à cette question des carrés confessionnels, et ce qui s'est déjà écrit là-dessus, c'est que je fais des entretiens avec des maires, des politiques, des pompes funèbres, et non pas avec des usagers. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas, même c'est très intéressant par ailleurs, aux usagers, donc aux personnes qui veulent se faire enterrer dans les carrés confessionnels, mais bien à ceux qui décident ou pas d'en construire. Au niveau national,
Et après mes entretiens, ce qui se dit souvent, c'est que le carré confessionnel est incompatible avec la République. Le problème, en fait, il est défini par l'idée même qu'il ne peut être tranché à l'échelle nationale, parce que cela reviendrait à remettre en question directement la laïcité, socle de la République et du service public. Ça implique de fait une absence de réponse législative de la part de l'État, et en fait, on constate un phénomène de dépolitisation de cet objet du carré confessionnel. En fait, le discours, c'est que rationnellement, on ne peut rien faire à l'échelle nationale. Et donc, de fait, ça entraîne une territorialisation de l'action publique. Et donc, la réponse revient à une échelle beaucoup plus locale, aux maires et aux intercos. Donc finalement, à l'échelle nationale, on se rend compte qu'il y a la fabrique d'un non-problème des carrés confessionnels. De la même manière que tout à l'heure, on avait la construction d'un problème public du prix, ici, finalement, on a une stratégie de fabrique d'un non-problème des carrés, une dépolitisation à une échelle pour une repolitisation à une échelle inférieure. Et donc, à l'échelle locale et intercommunale, on constate qu'il peut y avoir des phénomènes, notamment de clientélisme à l'approche des élections. Il y a aussi le fait que le problème des carrés confessionnels, il est moins défini à l'échelle locale, dans des registres symboliques, comme à l'échelle nationale, mais plutôt par des aspects techniques, de place, de conflits d'usage, qui sont par ailleurs toujours mis en parallèle avec des valeurs du service public. Je vous ai mis deux petits extraits des entretiens que j'ai pu faire avec des maires. Il n'y a plus de place de toute façon déjà. Alors on ne va pas en plus choisir une religion pour un carré, ce ne serait pas laïque. Et puis un autre. Ici, oui, on a un carré. Après tout, on avait la place. Et puis le cimetière est public et tout le monde doit pouvoir y être enterré. Cet exemple, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une non-réponse à l'échelle nationale et des réponses à l'échelle locale. Et ça montre aussi tout l'intérêt de parler en termes de problèmes publics pour capter ce problème des carrés confessionnels. Si on n'était pas passé par cette problématisation en termes de problèmes publics, on se serait simplement attaché à regarder ce qui a été fait. Et il se trouve qu'à l'échelle nationale, il n'y a pas de loi sur les carrés confessionnels, ce qui ne veut pas dire inaction de l'État. C'est vraiment ici la fabrique d'un non-problème. J'espère que ça a été assez clair. Je vais m'arrêter ici, mais merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. En attendant qu'il y ait des questions dans le chat, juste une petite information, si vous ne connaissez pas déjà, mais au niveau de la plateforme, on a déjà eu l'occasion de, d'échanger avec eux. Est-ce que vous connaissez le projet Mokomi, Mort du Pas Covid en migration? Parce que c'est un projet qui implique pas mal de chercheurs et pas mal de laboratoires. Et parmi les personnes avec qui on a eu l'occasion d'échanger, la question justement des carrés confessionnels se posait dans certains travaux, avec le Covid et avec des gens qui ne pouvaient plus, en raison du Covid, faire rapatrier les corps au pays et qui ne pouvaient pas non plus enterrer leurs morts sur place, faute de carrés confessionnels, parce que la compétence relève des municipalités, justement. Je vous donnerai, je retrouverai, j'ai plus les noms en tête, mais je retrouverai les contacts si ça vous Ouais, je veux intéresse bien. de regarder un petit peu D'accord. ces travaux qui sont en cours. Alors, on D'accord. a une première question de Michael Rera qui demande comment est-ce que cela se transpose au carré confessionnel dans les cimetières militaires. Ok. Alors, les cimetières militaires, c'est un cas un peu particulier déjà parce qu'à l'origine des carrés confessionnels, ça vient de la question de l'enterrement et l'inhumation de militaires étrangers. La première circulaire a été faite en fait pour créer des carrés confessionnels pour les harkis. La toute première circulaire. Après, dans les cimetières militaires, de la même manière que pour les cimetières civils, ça reste la compétence de toute façon du public et c'est censé être ça suit exactement la même législation. C'est neutre. Après, les carrés confessionnels qui ont été créés avant, bien entendu, ne sont pas détruits. Ils peuvent être agrandis, mais à la base, c'est interdit. En fait, c'est de la même manière pour les cimetières militaires ou pas. À la base, c'est la même législation. Ouais. Je sais pas si c'était cette question, mais
pense que oui, vu que il vous remercie. D'ailleurs, pour tous ceux qui posent des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à allumer votre caméra et votre micro. Sarah Carvalho, pardon, qui nous dit, dans votre approche de la mort comme problème ou non public, vous abordez la question des compétences communales, nationales, etc., des prix, mais finalement, vous n'avez pas abordé l'évolution du statut juridique du cadavre. Est-ce que vous avez des éléments sur ce point? Alors, l'évolution du statut juridique du cadavre, il y a eu une grosse évolution en 2008 notamment, pour suivre la pratique et la hausse de la crémation. Début des années 90, la crémation, c'était 1% des enterrements. Aujourd'hui, en tout cas, enfin, à l'époque, on remontait à 30%. Aujourd'hui, on est à 40%. Et donc, il a fallu accompagner ce changement, cette évolution des pratiques. Et donc, il y a eu une grosse réforme qui s'appelle la loi Sueur, qui date de 2008 et qui a accordé un statut juridique aux cendres. Le même statut juridique qu'il y avait en fait pour les défunts qui étaient inhumés. Ce qui fait que on ne pouvait plus, aujourd'hui, on ne peut plus garder les cendres de quelqu'un, posséder les cendres de quelqu'un, de la même manière qu'on ne peut pas posséder quelqu'un. C'est-à-dire qu'en leur donnant un statut juridique, le but était de protéger l'intégrité du défunt. C'était ça à la base de cette loi. Ça fait partie donc des problèmes sur lesquels que je suis en train en ce moment d'étudier. C'est plus long parce que les questionnements et les débats autour du statut juridique des défunts remontent à bien plus loin. Et donc là, je suis en plein dans les archives sur cette question du statut des défunts, parce que c'est revenu sur plusieurs autres types de questions. Par exemple, dans l'art, il y a eu pas mal d'expositions où on montrait des corps de défunts, etc. Que ce soit sous forme, on peut penser, enfin, l'archéologie de momies, etc. Mais aussi sous d'autres formes. Il y avait une expo qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelait Our Bodies, qui est passée notamment chez nos voisins belges, où on exposait des corps. Et donc ça également, ça a été interdit en France parce que ça a choqué. Il y a un écrit sur ce point. Là, moi, je suis encore à un stade très peu avancé sur cette question et j'aurais sûrement besoin d'aide, notamment de juristes, parce que statut juridique d'un corps, déjà, j'ai un peu de mal à saisir le concept. J'ai pas fait de droit, tout simplement, et je trouve pas ça évident. Euh, et donc, oui, je travaille dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus. C'est que je dise pas de Monsieur Esqueré, des eaux, des cendres de l'État, je crois que s'appelle l'ouvrage. Il y avait le livre de Jean-Pierre Beau là sur, enfin Jean-Pierre Beau a écrit plusieurs choses là-dessus. Et parce qu'en fait, le cadavre relève du droit des trésors et pas du droit justement de la question de la propriété du corps. Enfin, c'est pas le même statut que le corps vivant du tout. Donc ça appartient pas au même registre du droit en fait. C'est ça. Et Mais ben voilà, ça c'est des je choses pense que que je... c'est quand même hyper important parce que Absolument. il y a aussi un enjeu à la fois symbolique et politique du droit qui est essentiel. Et dans cette idée-là, je sais qu'il y a des choses qui ont évolué sur les fœtus. Donc, que ce soit dans le cadre d'avortement ou de fausse couche, et que maintenant, donc, ils ont un droit à être inhumés, mais que c'était encore une zone assez floue du droit. Et peut-être que c'est aussi intéressant d'aborder cette question-là, qui est aussi liée à une question d'évolution des pratiques et de demande sociétale sur une forme de reconnaissance d'un être qui n'est pas né, qui a priori n'avait pas le droit d'être enterré et qui désormais est enterré. Et Absolument. je crois que c'est un problème pour le droit. Enfin, Super. Mais c'est vrai que merci beaucoup, c'était très intéressant. merci. Merci beaucoup pour vos remarques. Ça va beaucoup m'aider.